du bout du temps réglementaire, les Espagnols ont versé le Portugal grâce à un but plein de malice signé Mikel Merino à la 91e minute de jeu. Pourtant, les Portugais avaient tenu bon jusque-là. Il a manqué quelques minutes pour aller chercher cette fameuse prolongation. Messieurs, à qui voudra prendre la parole en premier? Est-ce qu'on peut parler de victoire méritée pour les Espagnols ce soir? Mérité, je ne crois pas, parce que c'était un match quand même équilibré entre les deux équipes. Chaque équipe a eu par moment le ballon et en temps fort. Ça s'est joué sur un détail, un mauvais alignement de la défense. Je ne comprends pas qu'à ce niveau de la compétition, qu'ils nous fassent comme font les équipes africaines, à laisser un joueur libre dans l'axe et une passe qui casse une ligne dans une défense centrale alors qu'ils doivent passer sur le côté. Pour remettre du contexte, Euro quand même, il y a eu un coup franc en début d'action qui a été joué vite. Peut-être que le bloc aussi n'était pas en place. Mais bon, nous on nous apprend à l'école de football qu'on ne défend pas le ballon, on défend ses buts. J'ai compris que vous auriez mieux défendu. On ne défend pas le ballon, on défend le but. Donc quand je vois deux défenseurs portugais sortir sur un joueur espagnol et ils se font griller sur une passe, Merino, on l'a vu même à Arsenal, c'est un joueur clinique. Quand il n'y avait pas d'attaquant, il jouait d'ailleurs à ce poste. Il jouait faux neuf, oui. Voilà, c'est un joueur clinique et il a puni les Portugais. Saïd, quelques statistiques, 15 tirs pour l'Espagne, 10 pour le Portugal, 6 tirs cadrés, des expected goals quasiment à 2 pour les Espagnols. En tout cas, dans les chiffres, la victoire est méritée. Non, mais la victoire est méritée parce que sur ce genre de match, ce sont des grands matchs où les détails font la différence. Et là, Yoro a raison, c'est que sur ce coup franc joué rapidement, les Portugais doivent toujours avoir un œil sur le ballon. Et là, ils se replacent tranquillement, comme si les Espagnols allaient être des enfants de cœur et allaient attendre que tout le monde se replace pour jouer naturellement. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est la Coupe du Monde, c'est le très haut niveau. On a vu qu'il y a eu des actions de part et d'autre. Donc en vrai, les deux équipes pouvaient faire pencher le match d'un côté comme de l'autre. Et ben ils ont fait pencher le match sur le petit détail. C'est peut-être la seule erreur, enfin il y en a eu d'autres, mais la seule erreur grave du Portugal. Et ils ont été punis sévèrement. Donc effectivement, c'est une victoire méritée pour l'Espagne. On ne peut pas appeler ça un braquage, même si dans la formule, on peut dire que c'est un braquage parce qu'il marque 1-0 alors que ce match, je pense que tout le monde ici sur le plateau voyait les prolongations et peut-être éventuellement 91 minutes de jeu, on est tous... Et éventuellement les tirs au but. Donc moi, j'étais là, je me disais ça va être croustillant, etc. Presque déçu que ça se termine comme ça parce que je voulais voir ces deux équipes se donner coup pour coup. Donc effectivement, c'est une victoire méritée. Mais si le Portugal avait gagné 1-0, on aurait dit aussi que c'était mérité. Donc voilà, un peu triste pour la fin de Cristiano Ronaldo avec cette équipe. Mais j'étais obligé de le dire dès ma première intervention parce que Cristiano, j'ai grandi avec lui. Voilà. On en parlera de Cristiano, mais c'est vrai qu'on avait tellement tous attendu les prolongations que même cette émission a été organisée en fonction des prolongations. Chers auditeurs, on a dû même réorganiser les chapitres, mais pas de panique, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre à l'espagnol finalement. On peut le dire, oui, des occasions, David Lortolari, finalement, de part et d'autre. On se rappelle de la barre de Nuno Mendes, un double arrêt du gardien portugais en première période. Ça se rendait quasiment coup pour coup, surtout en première période. Tôt dans le match aussi, avec cette belle occasion, ce bon mouvement avec Oyarzabal qui tire un peu trop croisé, juste sur la gauche du gardien adverse, où on s'est dit peut-être à ce moment-là, tiens, on va peut-être avoir un match un peu panache, un peu ouvert. Finalement, ce qu'ont dit les partenaires à l'instant était juste, c'est-à-dire que on a forcément un match tactique, deux équipes européennes qui arrivent à ce stade. Il y a de l'enjeu, c'est la péninsule ibérique, tout ça on le connaît. Mais je les trouve un peu durs là, mes partenaires, par rapport au Portugal, parce que c'est un but typiquement espagnol, avec un mouvement collectif, et il faut quand même être particulièrement fort pour empêcher cette Espagne, depuis maintenant, remonte plusieurs tournois en arrière, particulièrement fort pour empêcher cette Espagne de pas réussir au moins une action de ce genre sur un match. C'est vrai que c'est typiquement espagnol ce qui s'est passé. C'est une faille. Après, on va pas faire de la philosophie en disant que c'est humain, parce que le Portugal fait quand même un match qui est pas mauvais non plus, puni effectivement sur un mouvement qui a été joué vite, mais cette Espagne-là, elle est capable d'être minimaliste, elle est capable de faire des choses plus grandes, et elle est mature, donc quelque part c'est mérité. C'est intéressant ce que vous dites, messieurs, sur cette Espagne minimaliste. Alors c'est vrai qu'on fait toujours ce raccourci, ce miroir avec 2024 et cet Euro offensivement exceptionnel, porté aussi par un Lamine Yamal et un Nico Williams, les deux ailiers à l'époque. Nico Williams n'était pas sur la pelouse face au Portugal. On a l'impression de retrouver cette Espagne un petit peu de possession. En 2010, ils gagnent la Coupe du Monde, c'était 1-0, 1-0, 1-0. C'est vrai. C'était l'équipe du 1-0. Ouais. C'est une équipe minimaliste. Après, ce que j'aime dans cette équipe, c'est
comment ils exploitent à fond ces demi-espaces. Parce que cette passe dans ce demi-espace, il faut déjà La avoir... passe de Ferran Torres pour Mikel il faut Merino. avoir justement la possession, mais était très fort aussi sur les jeux de position. Parce qu'on a vu le latéral portugais. Il fait quoi? Il se dit, est-ce que je dois resserrer? Est-ce que je dois écarter un petit peu pour suivre l'ailier parce que lui, il va rester collé à sa ligne. Et entre ce est-ce que, le ballon, il est passé, c'est magnifique. Mais pour moi, David, à 5 minutes de la fin, il faut savoir certainement. Il faut savoir faire. En termes de timing, c'est vrai que c'est compliqué. Saïd Hamda, c'est le retour de l'Espagne d'il y a quelques années, cette Espagne minimaliste. Moi, je serais quand même moins dithyrambique sur cette équipe d'Espagne qui, pour moi, encore à l'heure actuelle, est trop Lamine Yamal dépendant. Parce que les vraies sensations, les vrais frissons, ça vient de lui. Et dans les autres occasions, vous avez cité notamment l'action de Oyarzabal. Honnêtement, si l'Espagne est éliminée ce soir, lui, il reste à l'aéroport. Il monte pas parce que ce qu'il rate, il y a absolument aucun joueur sur le pressing. Du monde, non, mais il fait une super coupe du monde, mais sur ce genre d'action dans les matchs importants, il faut pas rater. Moi, honnêtement, quand j'ai vu cette action-là, je me suis dit, il se retrouve tout seul. Il y a aucun joueur au pressing. Il doit prendre le temps d'ajuster le gardien. Pour moi, c'est un but, c'est cadeau. Donc, c'est vrai que cette Espagne, moi, je trouve qu'ils n'ont pas encore de réel finisseur. Là, c'est vrai que Mikel Merino a sauvé les meubles. Le vrai finisseur, c'est Lamine Yamal. Mais quand Lamine Yamal, il est cadenassé comme il a pu l'être aujourd'hui. C'est vrai qu'il avait un sacré client avant la sortie de Nuno Mendes. C'est compliqué. Moi, je reste quand même prudent sur cette équipe d'Espagne parce que quand on regarde sur les derniers tournois, je parle de Coupe du Monde, 2018 et 2022, ils sortent en 8e deux fois. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un goût de revanche de cette équipe d'Espagne. Là, ils se qualifient en quart de finale. J'espère qu'on va retrouver quelque chose de plus consistant, mais il faut quand même se rappeler qu'ils sont dans une partie de tableau très compliquée. Donc là, éventuellement, ils vont jouer le vainqueur de États-Unis, Belgique, ce qui est quand même des équipes relativement sérieuses, surtout pour les États-Unis. Et ensuite, pour les demi-finales potentielles, ce sera soit France ou Maroc. Ce sont des équipes encore un cran encore plus sérieux. Donc moi, sur cette équipe d'Espagne, je reste tempéré, je reste mesuré parce que effectivement, il y a toujours un peu ce jeu léché, intéressant. Mais je pense qu'il manque toujours une pièce dans le puzzle. C'est Lamine Yamal, cette pièce, mais il ne faut pas trop compter que sur une seule pièce. Il faut avoir des alternatives et je trouve qu'ils n'en ont pas énormément. Oui, parce que finalement, c'est une victoire, même si on se profilait ces prolongations. Est-ce que dans ce succès, on ne peut pas y voir aussi certaines faiblesses de cette équipe, cette Lamine Yamal dépendance, début de match très intéressant, puis comme face à l'Autriche, il s'éteint un tout petit peu à mesure que le match avance, et offensivement, c'est vrai que derrière un Baena ou un Oyarzabal, tout bons joueurs qu'ils sont, n'ont peut-être pas la faculté de tueur que peut avoir Lamine Yamal. Non seulement ils n'ont pas, mais ils n'ont pas également ce jeu de transition qu'avait un Nico Williams il y a 2 ans lors de l'Euro. Merci d'en parler. Ça manque énormément. C'est lui, pour vous, la pièce manquante, c'est lui. Pour moi, parce que là, c'est un jeu stéréotypé. C'est je donne le ballon, je me déplace dans les petits espaces, jeu de position, jeu de possession. Mais quand il n'y a pas de transition, c'est très compliqué. La seule fois où ils l'ont réussi, ou les 2 fois, Merino qui appelle, il y a but. Et puis l'autre, c'est Oyarzabal qui rate cette passe en première intention de Dani Olmo. Sinon, il n'y a pas du tout de transition. Ils n'arrivent pas à trouver les joueurs lancés dans l'espace. Et Lamine Yamal est de moins en moins un joueur de transition. Il demande le ballon tout le temps dans les pieds, ce qui rend le football de cette équipe espagnole prévisible. Et s'il tombe sur une équipe bien organisée, ça va être très compliqué. Surtout que son pendant était Nuno Mendes qui, même s'il a eu quelques difficultés parfois, a plutôt bien réussi à gérer... Lamine Yamal l'a dit en interview, le latéral qui lui cause plus de problèmes, c'est Nuno Mendes. Et Nuno Mendes a encore prouvé ce soir. C'est sûrement le meilleur latéral du monde. On parlait de Lamine Yamal, j'ai quand même, vous en avez parlé, vous avez commencé à en parler, et vous avez bien eu raison, Saïd Hamda, de tout de suite mettre les pieds dans le plat, mais parlons un petit peu avant d'évoquer ce match portugais, peut-être Cristiano Ronaldo, donc qui a disputé ce soir sa toute dernière Coupe du Monde avec le Portugal. On verra quelle est la suite de sa carrière internationale. Est-ce qu'il va, dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines, décider d'arrêter On n'y croit pas trop, j'ai bien compris. C'est une terre inconnue, ça. Oui, mais j'ai bien compris qu'on n'y croit pas trop, mais il y a ce symbole aussi. On va parler un peu plus tard de l'émission d'un autre joueur au Brésil qui, lui, va dire adieu à la sélection nationale. Ce soir, c'est les adieux dans la plus belle compétition d'une légende du football, Cristiano Ronaldo, Yoro Mangara. Je crois que oui, ce sera sa dernière Coupe du Monde, ça c'est certain, parce que là, il a 41 ans, la prochaine, il aura 45 ans. Roger Mila l'a fait, peut-être lui, il pourra le faire, mais je ne crois absolument pas. Après, c'est quelqu'un qui veut battre tous les records, qui veut être là. On l'a vu quand même, c'était très compliqué physiquement pour lui dans cette compétition. CR7 a fait 6 Coupes du Monde. Malheureusement pour lui, ça risque d'être sa dernière. CR7, il n'y aura pas de 7 pour lui, cette Coupe du Monde. C'est CR6 à la Coupe du Monde, c'est ça que vous voulez dire? Exactement. C'est déjà pas mal quand même, C'est pas mal, 6 Coupes du Monde.
CR6, 6 Coupes du Monde, c'est pas mal. C'est pas mal. Et il aurait bien aimé, je sais, la gagner pour une fois. Parce que là, il va rester l'un des grands joueurs qui ne l'ont jamais gagné. Cette Coupe du Monde est quand même bizarre parce qu'elle va enterrer les monuments du football de ces 20 dernières années. Messi, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Riyad Mahrez. Modric. C'est quand même énorme. Et Mo Salah, ils vont tous partir à la retraite. Et peut-être Mo Salah, David Lortolari. Oui, alors Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, il y a quelques miettes qu'on peut essayer de picorer. Il y a une action, à un moment, il est dans un angle fermé. Il y a 2 frappes cadrées. Statistiquement, c'est 2 frappes cadrées. Et une finalement, il y a un vrai geste d'attaquant aussi. Donc, il y a, je veux pas être irrespectueux, il y a des restes. On peut imaginer que ça soit un joueur qui, alors ce sera plus le cas pour ce tournoi, bien sûr, mais qui puisse entrer dans une fin de match ou sur une demi-heure. Plus, non. Et donc, ça correspond plus au joueur immense et monumental qu'il a été. Le temps passe vite parce que je me souviens des confrères portugais il y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans, qui disaient encore ça passe forcément par lui, c'est la clé de voûte, il est indispensable, c'est le monsieur du foot portugais. Aujourd'hui, on est dans un constat qui forcément est différent. On va pas se projeter sur un Euro ou une Coupe du Monde, c'est à lui de décider. Il a dit d'ailleurs que c'est lui qui annoncerait sa fin de carrière internationale. Le maître des horloges, le sélectionneur a son mot à dire aussi quand même, peut-être à un moment, quel qu'il soit. Mais ouais, alors je veux pas être inexorable parce qu'effectivement j'ai eu à l'esprit une ou 2 images dans ce match-là, mais c'est trop peu par rapport à ce qu'on attend de joueurs de cette ampleur pour faire basculer un match comme celui-ci, même si on disait à l'instant que ça peut se jouer sur une action, effectivement. Hein. Saïd, ces adieux, on l'a vu presque abattu. Cristiano Ronaldo au milieu de la pelouse, seul, alors que les Espagnols étaient en train de célébrer. On sentait que les larmes commençaient à monter. Alors oui, il ne l'a pas remporté. Oui, la Coupe du Monde a été difficile, mais Ronaldo reste quand même une des figures de cette compétition au XXIe siècle. Abattu, c'est normal parce que c'est un joueur qui ne triche pas. Je me souviens encore, moi, de son élimination en 2022. Il sort avec les larmes. Aujourd'hui, il sort avec les larmes. Mais parce qu'il y a vraiment ce sentiment patriotique où il joue pour l'amour du maillot, il joue pour le peuple portugais. Et ça lui tenait vraiment à cœur d'aller chercher cette Coupe du Monde. Mais comme dans toute chose dans la vie, il faut savoir dire au revoir à un moment donné. Je pense que Cristiano Ronaldo doit dire au revoir désormais. Ah, définitivement. Il faut qu'il dise au revoir à la sélection. Peut-être. Allez, il peut tirer sur l'Euro, mais je suis même pas sûr que ça lui rende service. Parce que ça a été tellement un grand joueur que plus le temps passe et plus les performances sont en déclin. Et j'ai pas envie que la dernière image qu'on garde de Cristiano Ronaldo, que ce soit un joueur entre guillemets finito. Parce que ça a été une légende de ce sport, peut-être le meilleur avec Léo Messi. Donc il faut qu'on reste quand même sur une image plutôt positive de lui. Donc moi je pense qu'il saura dire merci, au revoir. Il a poussé jusque cette Coupe du Monde là parce que il avait très très envie de gagner cette Coupe du Monde, même si la prochaine elle sera chez lui à domicile parce que le Portugal co-organise la Coupe du Monde et donc c'est très très tentant de pousser avec vous qui co-organise avec l'Espagne et le Maroc avec le bourreau d'aujourd'hui et le bourreau de la Coupe du Monde 2022. C'est cocasse un petit peu, mais non, je pense que il saura dire stop. Il a dit de toute façon en conférence de presse en marge de ce match: que je gagne, je reste Cristiano Ronaldo. Que je perds, je reste Cristiano Ronaldo. Et c'est vrai que ça synthétise un petit peu qui est Cristiano Ronaldo. Donc, il ne joue pas sa carrière sur cette Coupe du Monde-là. Il ne joue pas sa carrière sur ce match-là. Il a marqué au moins son but en phase d'élimination directe. Oui, face à ce qu'il n'avait pas. Non, en phase d'élimination directe. Oui. C'était pas face à l'Ouzbékistan, c'était face à la Croatie. À la Croatie, sur penalty. Le but de l'égalisation. Voilà. Donc, au moins, il aura réussi à faire ça. Mais voilà, le football n'oubliera pas ce que Cristiano Ronaldo a fait pour ce sport. Et voilà, ça se termine malheureusement sur des larmes. On aurait aimé un meilleur finish pour Cristiano, mais c'est la dure loi du football. C'est la dure loi de la Coupe du Monde. Pour revenir sur le match, on a la première réaction de joueurs espagnols. Rodri, le milieu de terrain de Manchester City, Ballon d'Or, qui a réagi au micro de nos confrères de beIN Sport. Ils ont des joueurs de grande qualité en face et oui, bien entendu, il restait que quelques minutes et ça fallait marquer la différence. Les équipes sont très semblables, les équipes veulent le ballon, veulent jouer avec personnalité, après ça se joue sur des détails. On savait déjà, la première réaction, il me semble, depuis le début du match, que nous avons pu rentrer, on a eu ce but. Et après, le prochain match, il faut s'améliorer parce que ça peut faire des dégâts sinon. Il y a beaucoup de marge de travail encore. L'équipe a tout donné. Quand on donne tout, après, on est content.
Un discours plutôt lucide de Rodri, et j'ai l'impression qu'il vous a écouté, messieurs, avant de faire l'interview d'après-match, parce qu'il explique qu'il y a encore une marge de progression. Si on peut résumer un petit peu ce match espagnol, un match cohérent évidemment, dominé dans les chiffres, mais avec certains axes d'amélioration, peut-être dans le jeu, peut-être dans la tactique, pour encore espérer grimper en termes de niveau collectif, parce que vous le disiez, Saïd, les prochaines échéances risquent d'être encore plus compliquées. Parce que cette équipe, on est tellement resté sur l'Euro 2024 alors qu'ils n'ont pas les mêmes joueurs. Rodri n'est plus le même joueur que le Rodri Ballon d'Or. Fabien Ruiz, qui était dans ce trio, était tellement fort il y a 2 ans, tellement fort il y a 1 an avec le PSG, qu'il n'est plus le même joueur depuis qu'il revient de blessure. Il n'est même plus titulaire. Il n'y a plus Nico Williams, il n'y a plus Lamine Yamal. Ça fait quand même beaucoup. Cette équipe, Oyarzabal comme 9, c'est comme il y a 4 ans ou 6 ans en arrière, quand il mettait Cesc Fabregas comme faux numéro 9. Ça fait... Oyarzabal, c'est pas mal comme attaquant de pointe quand même. Oui, mais Cesc Fabregas, c'était pas mal non plus. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai quand même la sensation qu'on avait là, et ça a été dit d'emblée ce soir, on avait là un Portugal-Espagne, un Espagne-Portugal. Le tour d'avant, les Espagnols... Alors c'est une équipe avec beaucoup moins d'artistes, beaucoup moins de finesse. Mais les Espagnols déroulent contre l'Autriche, ils montrent leur jeu, ils montrent que ce collectif-là n'a pas d'équivalent dans le monde. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde. C'était leur meilleur ce match. Collectif-là. Alors on peut regarder ce soir Vitinha, peut-être un peu en dessous de ce qu'il est capable de faire, même très en dessous. D'autres aussi côté Portugal. Mais cette Espagne-là avait de la marge contre l'Autriche, et il fallait pas s'attendre à ce qu'elle ait peut-être autant de marge quand même contre le Portugal, qui était un des prétendants dans un groupe de 5-6 équipes. C'est ça. Donc peut-être, alors est-ce que c'est inconscient, est-ce que c'est un peu ce switch pour être un peu minimaliste contre des équipes pratiquement aussi fortes peut-être, mais moi j'ai pas trouvé l'Espagne en grande difficulté. Alors Oyarzabal, on était surpris lorsque le sélectionneur fait des changements, parce qu'on se dit il avance plus, ça serait normal qu'il sorte. Finalement c'est Dani Olmo qui est sorti. Moi, je vois marge de progression, ça me parle pas. Ce qui me parle, c'est la forme physique de l'équipe. Et là, il y a effectivement quelques petits soucis. Peut-être qu'il y a quand même des solutions aussi sur le banc auxquelles le sélectionneur va penser. C'est le banc qui fait le but. Et oui, finalement, Ferran déjà Torres qui dès rentre ce soir. en jeu. Exactement. Mikel Merino, ça passera peut-être par ça pour l'Espagne, même si on peut comprendre le discours de Rodri, puisque les titulaires finalement jouaient à armes égales avec le Portugal. Voilà pour ce match et la qualification méritée, en tout cas de l'Espagne pour les quarts de finale. C'était l'un des faits majeurs de la journée.